Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Crown Jewel 2023. Et on débute bien évidemment avec le match qui était dans le kick-off. Et oui, pour une fois, on avait un match dans le pré-show. C'était Sami Zayn face à JD McDonagh. On a environ 10 minutes de combat. Ma note pour ce match, et oui, parce qu'on note même les matchs dans le pré-show, 3,75 sur 5. Alors certains vont dire que c'est élevé, mais honnêtement, il y a tout qui est réuni, il y a tout ce que je demande pour un match dans le kick-off. On a déjà franchement une pop gigantesque pour Sami Zayn dès son entrée, vraiment. Ensuite, pendant le match, ça va suivre, ça va continuer, ça va poursuivre, mais rien que sur l'entrée, ça m'a foutu des frissons directement, parce que tu débutes avec ça, t'as ça directement. Moi j'ai trouvé ça puissant, vraiment très fort. Et le match en soi est bon, je trouve que c'est bon. Attention JD quand même, parce qu'il va se faire très mal. Et en même temps, j'ai envie de dire, il l'a un peu cherché. C'est pas très gentil de dire ça, mais il va tellement bumper dans ce match, il va tellement faire des tonnes. Alors moi, ça me dérange pas du tout l'overselling, le fait de vendre trop les prises, les coûts, ça me dérange pas du tout. Ça dépend dans quel contexte, mais dans ce contexte-là, ça ne m'a absolument pas gêné. Il va le faire vraiment, vraiment très fort et il va se râper au niveau du ventre, parce que je crois que c'est un peu une brûlure qu'il a au niveau du ventre. Il est vraiment très, très rouge. Ça doit faire très, très mal. Mais voilà, c'est un seul point, c'est même pas négatif, mais attention JD, il va pas te blesser quand même. Mais c'était un match vraiment très très excitant, vraiment très cool pour un kick-off. La fin de match aussi, où finalement Sami Zayn ne va même pas gagner avec son Helluva Kick. Alors il va le faire, il va le porter, mais il va gagner avec son Blue Thunder Bomb. Et j'ai trouvé ça sympa. Certes, il a porté son finish habituel, mais il n'a pas gagné avec son finish habituel. Et j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'est un feel good moment en Arabie Saoudite pour Sami Zayn. Et franchement, c'était un très bon choix pour un match dans le kick-off. Et le show qui s'ouvre directement avec Seth Rollins qui défend son titre de champion du monde poids lourd face à Drew McIntyre. Un combat qui va durer 18 minutes. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. On n'est pas loin de la perfection et je parlerai de quelques détails qui font que pour moi on n'est pas sur la perfection. Mais honnêtement, ça a répondu à mes attentes. En tout cas, à mes attentes personnelles, clairement, ça a répondu. Parce que j'ai trouvé ça vraiment excellent. Bon, 4,5, bien évidemment, ça paraît logique que j'ai trouvé ça excellent. Je vais vous expliquer pourquoi. Je le dis assez souvent, mais quand je note pas beaucoup de choses, parce qu'il m'arrive de prendre des notes pendant un combat, eh bien c'est que le combat souvent m'a entraîné et que j'ai pas eu le temps de noter des choses. Eh bien c'est tout à fait le cas avec ce combat qui va durer certes 18 minutes, mais il est très bien rythmé. Déjà, il faut le dire, on a un public comme pour le kick-off, vraiment bouillant. Un public qui va d'ailleurs être à fond derrière Drew McIntyre, mais qui ne va pas pour autant huer à la mort Seth Rollins. C'est-à-dire que Rollins va peut-être se faire huer à quelques reprises, mais Rollins a quand même pas mal de pop, le public chante sa chanson, son thème, donc on est sur un public qui est certes pour McIntyre, mais qui encourage un peu tout le monde, et donc c'est une vraie belle fête. Pour le coup, c'est une fête, ce combat, et le public va chanter des This is awesome, bien évidemment, mérité par rapport à la qualité du match. Les deux ont une alchimie naturelle. Vraiment, on s'en doutait un peu, c'est pas le premier combat qu'ils ont, et tout au long des années, on les a vus s'affronter, et on sentait ça, on sentait qu'ils avaient ce gros match en eux. Et je pense qu'ils sont capables de faire un peu mieux parce que je ne mets pas, on va dire, un peu plus parce que au moment où on part un peu plus justement dans l'épique, au moment où on arrive sur les tombées à 2,99, il y en a un où Rollins se relève réellement à 2,99 sur un Claymore de McIntyre. C'était assez impressionnant. On ne va pas plus loin que ça. On passe pas le cap du extraordinaire pour moi. Mais ça reste un excellent combat et j'avais vu juste dans mes pronostics, parce que McIntyre va perdre clean. Il va perdre clean ce combat. C'est ce que j'avais pronostiqué, c'est ce que j'espérais pour qu'ensuite, la folie s'empare de lui et qu'il fasse complètement ce heel turn. Et ça va possiblement arriver, parce que après le combat, on va donc avoir une tentative de cash-in de Damian Priest, mais Sami Zayn va l'en empêcher même, va lui voler cette mallette. Assez intéressant de voir la suite, à quel point Damian Priest va pourchasser cette mallette pendant combien de temps. Bon,
pas vraiment de suspense, on sait que toute cette histoire va durer au moins jusqu'au Survivor Series War Games, ça a été officialisé, on a bien les War Games, donc tout ça va continuer tout au long du show, voilà. On a vu ces histoires qui vont se rassembler petit à petit, mais bref, on a un Drew McIntyre qui lui en backstage va se retrouver face à face avec Rhea Ripley, et il n'y a pas de parole, juste un regard, l'air de dire « je t'avais dit, il fallait que tu nous rejoignes ». Donc voilà, hyper intéressant la suite, le heel turn de McIntyre va arriver, quand est-ce qu'il va arriver ? C'est la bonne question. Est-ce qu'il arrivera directement à Raw ce lundi, un peu plus tard? En tout cas, vraiment impatient. Et si on doit avoir un Seth Rollins contre McIntyre numéro 2, avec cette fois-ci un McIntyre en heel, je suis bouillant. On enchaîne avec Rhea Ripley qui défend son titre de championne du monde féminine face à Shayna Baszler, Nia Jax, Zoey Stark et Raquel Rodriguez. Un combat qui va durer environ 11 minutes. Ma note pour ce match est de 3,5 sur 5. Alors, pour le résultat, j'avais vu juste, j'avais le bon prono, mais par contre, pour la manière dont va se dérouler le combat, j'avais plutôt tout faux. Vraiment, j'avais imaginé un match de bourrin, j'avais imaginé un match badass, où on allait passer à travers la table des commentateurs, qu'on allait passer à travers la barricade, bref, qu'on allait vraiment avoir un match assez violent dans les coups, dans les prises. Et bah, c'est pas vraiment ce qu'on a eu. Et c'est peut-être aussi pour ça que ma note n'est pas d'un 3,75, même si, bon, on joue, ça a la marge, bien évidemment, mais parce que ça n'a pas réellement répondu à mes attentes. Et aussi parce que, en fait, c'est pas mauvais. 3,5, ça fait 14 sur 20, donc c'est vraiment pas mauvais. Mais honnêtement, j'aurais vu ce match en weekly à Raw, bah j'aurais été content, mais voilà, je serais passé à autre chose. Il n'y a rien qui m'a ébloui dans ce combat, à part peut-être le charisme et l'aura de Rhea Ripley qui va avoir une superbe entrée. Superbe entrée sur le papier, mais dans la réalisation, on comprend pas réellement tout, avec toutes ces personnes qui se mettent sur les côtés, et ça prend vraiment 3-4 minutes pour qu'ensuite elle arrive. On comprend pas trop à quoi ils servent. Bref, c'est un peu bizarre, mais dans l'image, c'est beau. Dans la réalisation, pas réellement. Mais Rhea Ripley, clairement, tu ne vois qu'elle dans ce combat. Peu importe, Zoey Stark fait une belle performance dans l'ensemble, on va dire, parce que je trouve que dans l'envie et finalement celle qui brille le plus parmi les prises les plus impressionnantes, c'est Zoey Stark. Mais il y a quelques approximations. Alors peut-être que j'en fais peut-être des tonnes sur des détails, etc. Mais pour moi, c'est important et Zoey Stark est capable de mieux. Je dis ça parce que je sais que Zoey Stark est quelqu'un de très très forte techniquement et que là, à quelques reprises, elle était un peu à côté. C'est pour ça que je dis ça. Globalement, les autres font le boulot, mais sont assez transparentes. Il n'y en a aucune pour moi qui ressort du lot, à part, comme j'ai dit, Zoey Stark et Rhea Ripley qui dit, dès qu'elle est là, dès qu'elle est sur le ring, le public va popper. Vraiment, le public est à fond derrière elle. Ça a beau être la heel, peu importe. On pop pour Rhea Ripley. Le fait aussi qu'on n'arrive pas à 3,75, et bah c'est la fin de combat qui, sur le papier, est vraiment bonne. J'aime l'idée, avec une Nia Jax qui va se retrouver à l'extérieur du ring, qui est éliminée totalement. Et donc on se retrouve avec les 4 autres compétitrices. Et Rhea Ripley se retrouve à porter son Riptide plutôt, du haut de la 3ème corde, qui va donc taper sur Raquel Rodriguez et sur Shayna, je crois. Et sur le papier, c'est vraiment cool. Sauf que le problème, c'est que la caméra le monte depuis le début et on voit l'angle pendant 1 minute de « elle va le faire ». Bon, elle va le faire, on le voit. Bah oui, elles sont au sol, elles sont sur la 3ème corde, bah oui, c'est ce qu'elle va faire. Et ça met un peu trop de temps à arriver. Et vu qu'on a vu la prise arriver, c'est un peu moins impressionnant, alors que sur le papier, c'est vraiment très cool. Rhea Ripley va donc l'emporter, et ce que je présageais va sûrement arriver, parce que Nia Jax n'était pas sur l'emballage final, et donc je me dis que Rhea Ripley, Nia Jax, Becky Lynch aussi, qui va arriver, voilà, il va y avoir peut-être une guerre à 2, à 3, on verra bien. Mais voilà, un combat que j'attendais, bizarrement je l'attendais, et qui m'a un peu déçu. On enchaîne avec le légendaire John Cena qui fait face à Solo Sikoa. C'est d'ailleurs le premier match en solo de Solo Sikoa dans un PLE WWE, dans le roster principal. Un combat qui va durer environ 16 minutes. Ma note pour ce match est de 3,75 sur 5. Il y a énormément de choses à dire sur ce combat, du très positif et du très négatif. Commençons déjà par le très positif. J'aime beaucoup la performance de John Cena. J'aime beaucoup ce qu'il nous offre sur ce combat. Parce que certes, comme je l'avais prévu,
On a eu le John Cena Superman, le John Cena combatif, le John Cena qui s'est fait dominer mais qui revient quand même dans le match et qui arrive à avoir un comeback pour qu'on y croit. Ça c'est le Cena que j'attendais, mais, et je le vois dès les 3-4 premières minutes de combat, on a un Cena hyper sérieux qui, il l'avait dit, c'était un match hyper important pour lui, pour son public, ses fans. Il fallait qu'il le gagne, en tout cas qu'il montre qu'il mérite l'amour du public, des fans. Et tu sens qu'il est hyper sérieux. À tel point sérieux qu'il va même s'occuper du pouce, en tout cas de la main de Solo Sikoa pour qu'il ne puisse pas porter son spike. En tout cas que son spike ne soit pas aussi impressionnant et ne sera pas aussi efficace. Donc il y a un vrai travail à ce niveau-là. Et ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, le gros point positif du match, avec là aussi un public très très investi derrière Cena, qui d'ailleurs va chanter vraiment à fond le thème de Cena. C'est toujours un bonheur d'entendre ça. Donc ça c'est le côté très positif. Le côté très négatif, désolé Solo, mais je trouve que tu fais un mauvais match. Et oui, parce que souvent on peut dire un tel a fait un bon match, ou les deux ont fait un bon match ensemble, la performance d'un gars a pu élever la performance de l'autre. Et là je trouve que Solo fait un mauvais match alors que Cena fait un très bon match. Parce que Solo Sikoa, il a la tâche finalement d'être celui qui va dominer, celui qui va être en domination pendant plusieurs minutes. Et le problème, c'est que sa domination est pas terrible, parce que Solo Sikoa n'a que très peu de prises dans son arsenal. Et c'est problématique quand, au bout d'un moment, c'est son 28e coup de fesse qu'il te fait dans le coin du ring, quand c'est son 48e Samoan Drop. C'est long, c'est pas original, et je me dis, c'est problématique, c'est très problématique cette domination, et c'était ma crainte, c'était le fait que la domination de Solo Sikoa soit embêtante, soit gênante, soit ennuyante. Et ça a été le cas. Donc vraiment, gros point rouge, gros point noir, gros point négatif sur la performance de Solo Sikoa, parce que pour moi, Cena a vraiment été très bon. La fin de combat fait parler, mais elle est intéressante. Pour le coup, c'est pas cette fin de match qui me fait donner une mauvaise note, vraiment pas. C'est le fait que Solo Sikoa va tout simplement enchaîner les spikes sur John Cena, mais vraiment, il va en enchaîner 15 000 environ, même avec un Cena qui est au sol, il lui enchaîne, il l'enchaîne, et il va remporter ce match là-dessus. Ok, et moi ce que j'aime, c'est qu'au moins, on prend une décision. On ne fait pas semblant, on ne fait pas à moitié. Non, on prend une décision, on y va à 100%. Et moi ça me va, parce que trop souvent chez WWE, on hésite, et ça me fait penser même au match d'ouverture entre Drew McIntyre et Seth Rollins, on y va à 100% sur cette décision. Là aussi, décision, Solo Sikoa va l'emporter, tout simplement. Il va détruire John Cena. Moi je suis pour. Dans l'idée, moi j'avais pronostiqué Cena par rapport à la suite et ce que ça pouvait donner. Mais dans l'idée, moi, une victoire de Solo Sikoa de cette manière-là, ça me convient. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la réaction du public qui va être silencieux. Ça me fait vraiment penser à Cody Rhodes, Roman Reigns lors de WrestleMania 39. C'était assez violent. Et là, c'était vraiment le cas. C'était pareil, le silence derrière. Et à quel point ça a fonctionné. J'ai été dégoûté pour Cena. Vraiment, je me suis retrouvé comme un petit fan de Cena que j'étais à l'époque. Et j'étais dégoûté pour lui. Donc ça veut dire que ça a marché. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Cena va ensuite rester quelques minutes sur le ring, va recevoir une standing ovation de la part du public, des thank you Cena, et un Michael Cole qui va même insinuer que c'est le dernier match de la carrière de John Cena. Ça y ressemblait, ça ressemblait à des adieux, mais je ne peux pas imaginer que le dernier match de Cena était en Arabie Saoudite à Crown Jewel. Voilà, sans manquer de respect à Crown Jewel, à l'Arabie Saoudite, mais je peux pas l'imaginer. Pour moi, ce sera lors d'un WrestleMania, possiblement le prochain, ou alors un énorme show, j'en sais rien, mais War Games, les Survivor Series, Royal Rumble, mais en tout cas un gros PLE WWE. Je peux pas l'imaginer arrêter à ce moment-là. Comme d'habitude, affaire à suivre. Est-ce qu'on reverra Cena? Est-ce que Cena a terminé son run chez WWE ces derniers mois? On en saura plus la semaine prochaine. Je vais faire très très vite sur ce segment parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures et honnêtement j'ai pas grand chose à dire sur ce Miz TV qui va avoir pour inviter une star locale et désolé je vais écorcher son nom, désolé, je préviens d'avance. Donc c'est Ibrahim Al-Hajjaj, bien évidemment je l'ai dit de manière mauvaise, c'est sûr et certain, mais voilà. Donc on va avoir un segment avec aussi Grayson Waller qui va clairement jouer le heel et on a un The Miz, ce qu'on peut retenir, qui joue le babyface, clairement qui
va sauver cette star locale et on va avoir un bon petit moment. C'est-à-dire qu'il va apporter la People's Elbow à la manière de The Rock. Plutôt toujours très marrant. D'ailleurs, j'ai vu quelques commentaires me dire mais c'est qui cette personne, ça sert à rien, on le connaît pas. C'est pas forcément pour nous, hein. Ce segment-là est pour les locaux, clairement pour l'Arabie Saoudite. Et ils ont kiffé. Vraiment, tu voyais la réaction, ils étaient très heureux. Donc voilà, ne pensez pas qu'à votre petite personne. Si vous ne connaissez pas une personne, une star locale, c'est plutôt logique. Donc voilà, c'était simplement ce que j'avais à dire sur ce segment qui était vraiment assez divertissant. Rey Mysterio défend son titre de champion des États-Unis face à Logan Paul, un combat qui va durer un peu plus de 20 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25. J'ai beaucoup aimé ce combat, malgré des problèmes, et la plupart des problèmes ne viennent pas du ring, mais plutôt du public qui, à ce moment-là, et on va en reparler plus tard, eh bien, décidé de s'endormir. Voilà, le public s'est endormi, t'as quand même Logan Paul et Rey Mysterio, la légende Mysterio sur le ring, et le public s'est endormi. Vraiment, le public s'est totalement endormi. Donc c'est bien dommage, parce que pour moi, on a un vrai match de qualité, on a un vrai bon combat. Un combat surprenant, pas sur la qualité mais sur la construction du match, parce que je m'attendais à 50-50 sur le ring, avoir un Rey Mysterio qui est assez dominant et fasse un peu la leçon à Logan Paul. Eh bien on a bizarrement plutôt l'inverse, on a un Logan Paul qui va vraiment être ultra dominant, et je parlais de domination pas très intéressante du côté de Solo Sikoa. Pour le coup, Logan Paul c'est tout l'inverse, vraiment c'est le divertissement incarné. C'est vraiment très bon ce que fait Logan Paul. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais ce n'est que son 8e match dans sa carrière. Hein. C'est son 8e match. Et il est capable de faire ce genre de performance. Et d'ailleurs, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on ne dit pas « Ah, c'est incroyable Logan Paul ce qu'il fait par rapport à ce qu'il est, par rapport à soi-disant, voilà, le gars sur YouTube, etc. » Non, c'est un catcheur. Logan Paul, aujourd'hui, c'est un catcheur. Et je le juge comme un catcheur, tout simplement. Et c'était vraiment très bon. C'était vraiment très bon. J'ai une prise en tête, c'est le Fallaway Moonsault, le Fallaway Slam Moonsault qui va porter sur le coin du ring. J'avais jamais vu ça, c'était hyper impressionnant. Je pense qu'il peut se le permettre de faire avec Rey qui a un plus petit gabarit, peut-être un peu plus léger. Donc c'est peut-être plus facile aussi à porter et moins dangereux. Et en parlant donc du côté dangereux, Rey Mysterio a failli se blesser vraiment gravement pendant ce combat, parce qu'il va porter l'une de ses prises habituelles, ce Moonsault. Mais finalement, il est mal placé. En tout cas, je ne sais pas si c'est Logan Paul qui est mal placé ou c'est Rey Mysterio qui porte mal cette prise. Mais il a 2 doigts de retomber vraiment sur la nuque et ça peut être vraiment très grave. Vraiment, ça peut être un drame à ce moment-là. Mais Logan Paul fait vraiment un sauvetage impressionnant. Et c'est pour ça que je parlais de Logan Paul, une vraie superstar. Parce que il est capable de rattraper des coups. Il est capable de rattraper des moments qui sont possiblement dangereux. Donc ça, vraiment grand coup de chapeau pour Logan Paul, parce que c'est un catcheur très safe sur le ring. C'est certes quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais qui ne fait pas n'importe quoi, et ça se voit. Vraiment, donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. La fin de combat, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce qu'un ami de Logan Paul va vouloir l'aider en trichant, va lui mettre un point américain, sauf que Santos Escobar va arriver. Santos Escobar s'occupe de cette personne, sauf que Santos Escobar, si on regarde bien au ralenti, va placer ce coup de poing américain juste devant les cordes, sur le coin du ring, enfin sur le ring, sur le tablier du ring. Du coup, Logan Paul peut s'en servir, Logan Paul va s'en servir, et Logan Paul va gagner grâce à ce point américain. Logan Paul est le nouveau champion des États-Unis. Pour revenir sur la situation, Santos Escobar, est-ce qu'il fait exprès, est-ce qu'il le veut réellement que Rey Mysterio perde ce match? En tout cas, c'est flou, c'est assez flou. Et est-ce que c'est fait exprès en termes de storyline? Je pense que oui, je pense que c'est pas anodin du tout et que il va y avoir peut-être quelques tensions entre Santos et Rey Mysterio qui va vouloir avoir quelques explications. Mais revenons à Logan Paul qui devient donc champion des États-Unis, qui obtient un titre WWE après seulement 8 combats. C'est très fort, c'est plutôt mérité, même si je n'aime pas ce terme. Maintenant, à voir est-ce qu'il sera présent. Il l'a dit en interview d'après-match qu'il allait être présent, qu'il allait vraiment porter fièrement ce titre et qu'il allait le représenter, qu'il allait le défendre. Je veux bien t'entendre, je veux bien t'écouter, mais j'attends les actes. Mais vraiment, moi je suis content. C'est ce que j'avais pronostiqué, je pense que c'est bien. Rey Mysterio a eu un petit run de champion des États-Unis assez
anodin, voilà, mais ça a permis d'avoir ce transfert Rey Mysterio-Logan Paul et ça a permis d'avoir ce bon combat, donc moi je suis plutôt très heureux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Logan Paul champion des États-Unis. Io Sky défend son titre de championne féminine de la WWE face à Bianca Belair, un combat qui va durer environ 15 minutes. Ma note pour ce match est de 3,5 sur 5 et j'aurais pu descendre encore plus honnêtement. Parce que je parlais d'un public endormi, je parlais d'un public qui n'en avait plus rien à faire de ce qui se passait, eh bien, clairement, c'est le match qu'ils ont zappé. Alors, déjà, Logan Paul face à Rey Mysterio, c'était quand même pas fameux en termes d'ambiance, mais ça se réveillait à certains moments. Alors là, à part sur la fin de combat, vraiment sur les 2-3 dernières minutes, mais alors, c'est un silence, vraiment, c'est dingue. Vraiment, je suis très déçu du public d'Arabie Saoudite à ce moment-là parce que c'est un public vraiment très chaud, très enthousiaste. Bah là, absolument pas. Alors, sur le ring, ce qui a été fait entre Io Sky et Bianca, c'était bien. C'était pas au-dessus de bien. C'est-à-dire que, encore une fois, si je vois ce match en weekly à SmackDown, je me dis, eh ben, c'était un bon match. Mais c'est pas un match que je retiens. Et bah, j'ai cette impression avec ce combat. C'est-à-dire que je vois le match se défiler, sous mes yeux. Je le vois, je passe pas un mauvais moment, mais j'en retiens pas grand-chose. Et ça, c'est quand même plutôt grave. On retiendra les interventions de Bayley. Et je dis bien les interventions de Bayley. Hein. Ne retenez pas autre chose chez Bayley. Voilà. Voilà. Mais surtout, ce qu'on va retenir, donc, c'est la fin de combat. La fin de combat avec quelqu'un qui va s'en prendre à Bianca Belair pendant que l'arbitre a le dos tourné et donc avec Io Sky qui feint une blessure. Eh bien, c'est Kairi Sane qui fait son retour chez WWE. On le savait depuis des mois et des mois, mais c'est officiel maintenant. Elle qui a quitté le Japon, qui est officiellement chez WWE. Kairi Sane va s'en prendre à, bien évidemment, Bianca Belair. Elle va d'ailleurs bien s'en prendre à elle parce qu'elle a le temps. Hein, parce que l'arbitre, vraiment, est en discussion pendant, honnêtement, 1 minute, hein, je pense, avec Io Sky. Donc, il a le dos tourné très tranquillement et elle peut faire ce qu'elle veut, Kairi Sane. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureux de la voir. Je suis vraiment trop content de la voir parce que Kairi Sane, c'est un super ajout pour la division féminine. Peu importe ce qu'ils en font. Là, ils vont sûrement la mettre en équipe dans un clan. On en parlera après, mais ça, c'est bien. Mais je suis vraiment très heureux. Et d'ailleurs, j'ai été surpris parce que je me suis un peu renseigné sur elle. Je vais sur son Wikipédia et je vois son âge, 35 ans. Pour moi, elle avait en dessous de 30 ans. Mais voilà, comme quoi, hein, les Japonais ne vieillissent pas. Hein, vraiment, c'est pareil pour Asuka. Ça, c'est fou. Mais bref, finalement, Io Sky en profite pour remporter ce match. Ce qui est intéressant, c'est que Io Sky, sans faire exprès, avant l'intervention de Kairi Sane, elle a donné un coup à Bayley. Et surtout, Bayley est pas très heureuse de voir Kairi Sane. Et oui, pourquoi? Parce que Kairi Sane, quand elle a quitté la WWE, eh c'était à cause de Bayley. Bayley s'en était pris à Kairi Sane juste avant de s'en aller. Et ça doit jouer. Donc ça va être hyper intéressant de voir la suite, de voir comment tout ça va fonctionner. Est-ce que ça va fonctionner d'ailleurs? Fightful nous dit que d'ailleurs ils ont l'intention de possiblement rajouter d'autres membres à ce clan. Est-ce que Bayley va pas quitter ce clan finalement? Ouais, c'est pas la décision et la direction qu'on avait attendu depuis des mois et des mois avec les tensions qui avaient été mises entre les deux, mais ouais, là je suis intrigué. Je suis intrigué et dans tous les cas, comme j'ai dit, voir Kairi Sane du côté de WWE, je suis rempli de joie. On enchaîne avec l'avant-dernier match de la soirée. Cody Rhodes fait face à Damien Priest dans un combat de 10 minutes. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. Quel bonheur ce combat après les 2 derniers combats où le public dormait. Eh bien, Cody Rhodes va réveiller ce public. Et je dis bien Cody Rhodes, c'est, on va dire, un peu triste pour Damien Priest et pour tout ce qui va se passer. Mais disons que dès l'entrée de Cody Rhodes, tu comprends, ok, le public va être investi. Le public est à fond derrière Cody Rhodes. Vraiment, ils vont chanter son thème et ils vont chanter pour lui tout le combat. Et là, tu te dis, ok, enfin, il se réveille. Et surtout, on a un combat de 10 minutes qui va être un sprint. On n'a pas une seule seconde à perdre. D'ailleurs, Damien Priest attaque Cody Rhodes avant le combat. On n'a pas le temps. Et c'est bien, c'est exactement ce qu'il fallait à cette position-là, avoir un sprint entre 2 hommes expérimentés qui sont capables d'avoir un sprint sans avoir de problèmes techniques, sans avoir de problèmes de compréhension. Tout va très vite, tout s'enchaîne
très bien. On va avoir les interventions du Judgment Day, bien évidemment, JD McDonagh et Finn Balor. Et ensuite, Dominic Mysterio qui va arriver avec sa chaise. C'est plutôt très drôle d'ailleurs, parce que dès qu'il arrive et tu le vois arriver au loin, comment il se fait huer. Mais là, vraiment, là, c'est très très brillant. Vraiment, c'est très très brillant. Donc ça, c'est vraiment très cool. Le moment encore plus cool, eh bien, c'est l'arrivée de Jey Uso qui va s'occuper des 3 d'ailleurs, hein, vraiment super kick aux 3, grosse pop vraiment de malade, et Cody Rhodes sur le ring va lui l'emporter après plusieurs crossroads, hein, on protège quand même un peu Damien Priest qui aura passé une très mauvaise soirée. Il a perdu sa mallette, en tout cas on dirait, il a perdu ce match, il a loupé son cash-in, très mauvaise soirée, et surtout Damien Priest qui a vu que après l'intervention de Jey Uso, eh bien le Judgment Day s'est en allé et n'est pas resté à ses côtés. Et là encore une fois, c'est intéressant en termes de dynamique de clan, ce qu'il va se passer à Raw ce lundi. Damien Priest va peut-être se poser des questions sur la suite de sa carrière dans le Judgment Day, parce que il voit que dès qu'il y a un problème, ils s'en vont. Donc ça, c'est très problématique. Mais sinon, ouais, très heureux de ce combat. Très très heureux, qu'il va avoir même des This is Awesome du public en 10 minutes. Mais parce que c'était bien. Vraiment pour ce que c'était, un sprint de 10 minutes, c'était exactement ce que je voulais. Donc bravo messieurs. Et donc, le main event, Roman Reigns, le chef de tribu, le champion Universal incontesté, remet en jeu son titre face à LA Knight. Un combat qui va durer environ 20 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. C'est un match qui, sur 98% du temps, m'a énormément plu. Vraiment énormément plu. Je vais expliquer pourquoi du comment. Et vous avez bien compris que les 2%, c'est la fin de combat. On en reparlera. Mais j'ai beaucoup aimé ce match. Parce que là aussi, c'était exactement ce que j'attendais. Et c'est pas que c'est bien qu'on réponde à mes attentes. Et forcément, quand on répond à tes attentes, t'es forcément heureux. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Roman Reigns, j'attendais une grande performance de sa part. Parce que pour moi, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait ce genre de performance-là qui sont pas mauvaises. Il fait pas des performances horribles. Mais là, je trouve qu'on retrouve un grand Roman Reigns. Il avait déjà fait une excellente promo là, lors de SmackDown qui avait été enregistrée. Et là, c'est le Roman Reigns que j'aime. C'est le Roman Reigns qui fait du trash talk. C'est le Roman Reigns qui prend son temps sur le ring, qui va bien parler avec le public, qui va avoir des mimiques. Et d'ailleurs, j'ai vu un tweet sur ça, qui va avoir des mimiques presque à la De Niro. Et j'ai trouvé ça très drôle. Et c'est plutôt vrai, à quelques reprises, il a des mimiques qui lui ressemblent. Il y a vraiment des moments qui me font très rire dans les expressions faciales de Roman Reigns. C'est vraiment le 48e babyface qu'il affronte. Mais à chaque fois, il est surpris que le public pop pour ce babyface. Et à chaque fois, il est étonné. Il fait une tête à chaque fois. Bref, ça, c'est vraiment le Roman Reigns que j'aime beaucoup. C'est le Roman Reigns que je veux voir. Et de l'autre côté, parce que certes, on parle de Roman Reigns, mais grosse performance de LA Knight. Encore une fois, je le dis assez souvent, mais LA Knight n'est pas une superstar et un catcheur flashy n'est pas quelqu'un qui a des moves qui vont dire sont peut-être hyper impressionnants. Certains le sont, hein, je trouve, de ces moves sont hyper impressionnants, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais par contre, c'est très solide sur un ring. Vraiment, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ça se voit, et c'est très très costaud. Et là, je pense que c'est son meilleur match chez WWE, vraiment. À voir avec NXT, parce que j'ai très peu de mémoire, mais il y a des matchs face à Cameron Grimes qui étaient vraiment excellents là aussi. Mais ouais, LA Knight a élevé son niveau. Et c'est ce qu'on attendait. On attendait de voir est-ce qu'il avait les épaules, parce que jusque-là, il a passé et franchi toutes les étapes une par une assez facilement. Et bien ça, c'était l'une des grosses étapes à franchir. C'est pas la dernière étape, il en aura plein d'autres, bien évidemment, mais affronter Roman Reigns dans un gros PLE, Crown Jewel, je dis gros PLE parce que sur le papier on nous l'a vendu comme un gros PLE, dans le résultat on en reparlera en bilan, ça n'a pas été toujours ça, mais c'était un moment important de la carrière de LA Knight, sans doute le plus grand moment de la carrière de LA Knight chez WWE, et il s'est pas loupé, il s'est absolument pas loupé, donc ça il faut quand même le retenir parce que il pouvait se casser la gueule à ce moment-là, mais il l'a pas fait, il a vraiment été au niveau, donc ça c'est le côté que j'aime beaucoup. C'est le côté que j'ai aimé et le côté que j'aime pas, c'est la fin de match. Encore une fois, que Roman Reigns conserve son titre, c'est absolument pas un problème. Parce qu'on le sait, ce n'est pas à ce moment-là de l'année qu'il va perdre son titre. Ce n'est pas à Crown Jewel face à LA Knight. Bien évidemment. Mais il y a des manières de faire les choses. Et le problème, c'est qu'on nous refait la même chose. Intervention de Jimmy Uso, un Solo Sikoa qui était même sur la rampe mais qui n'a pas pu venir. Et Roman Reigns va l'emporter. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus embêtant, c'est que cette intervention de Jimmy va être loupée. Parce qu'il va y avoir un problème de timing. C'est-à-dire que
LA Knight va réussir à porter son finish, ça va faire 1, ça va faire 2, l'arbitre va même taper 3, et à ce moment-là, Jimmy met le pied dans les cordes de Roman Reigns qui normalement doit casser le tombé. Le problème, c'est qu'il y a un problème de timing et on voit clairement l'arbitre compter 3. Donc ouais, il y a une petite incompréhension à ce moment-là, il y a une mauvaise exécution qui me sort un peu de la fin de match. Roman Reigns va ensuite enchaîner et remporter ce combat. Mais ouais, globalement, j'ai mis 4-25, donc ça reste quand même un très bon combat, bien évidemment. Et encore une fois, c'est l'une des meilleures performances de Roman Reigns sur les derniers mois. Mais il y a des choses qui vont pas, et c'est dommage. Mais globalement, je reste positif parce que c'est le LA Knight que je voulais voir. Et c'est le Roman Reigns que je voulais voir. Bilan de ce Crown Jewel, très partagé, très mitigé. Je vous donne ma note directement, on est sur un 7 sur 10. Ce qui est une bonne note, hein, c'est une note positive. On est sur un 14 sur 20. Mais j'avais tellement d'attentes. Il était vendu comme un énorme show. Il y avait une très belle carte. Et les matchs ont globalement été bons. Mais le public n'a pas répondu présent totalement. Vraiment, il y a des matchs où le public en avait rien à faire et c'est assez décevant pour un public d'Arabie Saoudite qui est tout le temps, voire, allez, tout le temps, peut-être pas, mais les 90% du temps très chaud pour n'importe quel combat. Et bah là, je trouve qu'ils ont abandonné quelques matchs et bah forcément, en tant que spectateur, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce qu'un public qui est absent, moi, ça me fait que je m'investis moins devant ce que je vois, devant les yeux. Donc c'est compliqué. Forcément, la fin du show, je trouve que c'est un bon match. Mais tu termines sur une manière que tu voyais venir à des kilomètres, avec une fin que tu voyais venir à des kilomètres. Donc est-ce que quand tu finis le show, tu as un côté satisfaisant? Est-ce que tu as ce côté-là? J'en suis pas sûr. Ça reste globalement positif, 7 sur 10. Mais il y a quand même des choses qui ne vont pas vraiment. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve la semaine prochaine. On sera sur la route des Survivor Series et elle promet d'être vraiment très intéressante cette route. Bref, salut.